Bienvenue dans le débat. La Slovaquie bascule vers le camp pro-russe avec la victoire de l'ancien Premier ministre Robert Fico en tête des élections législatives. Son parti national populiste, le Smer, est en tête avec 23,4% des voix. La campagne a été marquée par un discours proche du Kremlin dans lequel il a promis de stopper l'aide à l'Ukraine. Il s'oppose aux sanctions européennes contre la Russie avec qui il souhaite normaliser ses relations, mais il se défend d'être pro-russe et souhaite d'ailleurs que la Slovaquie reste membre de l'Union européenne et de l'OTAN. Le Kremlin, qui a réagi, juge absurde de le qualifier de pro-russe, les populistes vainqueurs des législatives. La première personne à avoir félicité Fico n'est autre que Viktor Orban. Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, opposition pro-russe. La Hongrie pourrait ainsi sortir de son isolement au sein du groupe de Visegrad. Les deux pays pourraient même mener une politique de veto anti-Kiev. Fico avait affirmé pendant la campagne qu'il ferait tout pour entamer au plus vite des négociations de paix sur l'Ukraine. Ce week-end, autre moment fort, dimanche, hier, à Varsovie cette fois, cette grande marche pour l'opposition organisée par Donald Tusk contre le parti conservateur au pouvoir de Kaczynski. Les élections ont lieu le 15 octobre prochain. L'enjeu est moins les réseaux pro-russes, même si le gouvernement polonais a suspendu l'aide militaire à l'Ukraine pour soutenir les agriculteurs polonais contre les importations de céréales ukrainiennes, mais les atteintes à l'état de droit et aux droits des femmes, comme le droit à l'avortement. Alors, comment expliquer d'abord le retour de Robert Fico en Slovaquie, qui est celui qu'on surnomme le Orban de gauche? Le camp des populistes pro-russes gagne-t-il du terrain en Europe? Quel est l'enjeu des élections en Pologne? Quel impact sur la guerre en Ukraine? Le soutien européen unanime à Kiev est-il menacé? Voilà les questions que nous allons poser à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Patrick Martin-Génier. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, professeur à Sciences Po et spécialiste de l'Europe. Nous avons donc Étienne Boisserie avec nous par Skype, historien spécialiste de l'Europe centrale à l'INALCO. Vous étiez d'ailleurs à Bratislava ce week-end. Vous avez vraiment suivi de près ces élections. Merci d'être avec nous dans le débat. Yascha Mounk est avec nous donc en direct de New York. Yascha Mounk, bonsoir, politologue, chercheur spécialisé en sciences politiques et affaires internationales. Votre dernier livre, il s'affiche Le piège de l'identité, comment une idée progressiste est devenue une idéologie délétère. Voilà. Et ça vient de sortir, c'est également donc en français et en anglais. Bonjour. Vous pouvez tous participer à cette émission, bien sûr, sur le hashtag débat F24 sur les réseaux sociaux. Robert Fico, donc, je le disais, est arrivé en tête des élections législatives en Slovaquie. Son parti, le Parti national populiste, le Smer, a obtenu un peu plus de 23% des voix. Cette campagne a été marquée donc par un discours proche du Kremlin. On fait donc d'abord un point en image avec Alexandra Quarini. Le populiste Robert Fico, grand vainqueur des élections législatives en Slovaquie. Avec son parti, le Smer SD, il a fait campagne en usant de désinformation, en attaquant la politique migratoire de l'Union européenne, mais surtout en martelant son opposition à toute aide militaire supplémentaire à l'Ukraine contre l'invasion russe, une volonté réitérée lors de son discours de victoire. Nous ne changeons pas d'avis, nous sommes prêts à fournir une aide humanitaire et à contribuer à la reconstruction du pays. Mais vous connaissez notre opinion sur l'armement de l'Ukraine. La Slovaquie et les Slovaques ont des problèmes plus importants que l'Ukraine. C'est tout ce que je veux dire pour l'instant. Très critique envers l'Union européenne et l'OTAN, Robert Fico rêve d'une politique aux antipodes de celle menée par ses rivaux, les centristes pro-européens de Michal Šimečka. Nous devons dire que le Smer est le vainqueur, ce que nous respectons. Mais en même temps, nous pensons que c'est une très mauvaise nouvelle pour la Slovaquie. Faute de majorité absolue au Parlement, pour gouverner, Robert Fico va devoir former des alliances. Sur les 24 partis en lice pour l'élection, 7 devraient être présents au Parlement. En troisième position, le Hlas, issu d'une scission avec le Smer il y a 3 ans. Son leader, Peter Pellegrini, a laissé entendre y être favorable.
Voilà, et on va tout de suite voir justement s'afficher les résultats, les tout derniers résultats donc, de ces élections. Vous voyez donc le SMER, le parti de Fico, a obtenu près de 23% des voix. Le parti centriste donc, de l'opposition donc, en face à lui 18%. Le SMER donc, qui a remporté 42 sièges et qui devrait donc s'allier avec donc, des partis d'extrême droite et avec le HLAS qui est issu en fait d'une scission de son parti. Il doit donc former une coalition. Il a 2 semaines pour le faire. Étienne Boisserie, puisque vous êtes un spécialiste, un historien spécialiste justement de la région, je démarre par vous. D'abord, qui est-il, Robert Fico? Il a déjà été chef du gouvernement en Slovaquie entre 2006 et 2018, c'est ça? Oui, absolument. Et c'est quelqu'un qui est en politique depuis très jeune parce qu'il faisait partie des grands jeunes leaders prometteurs du Parti de la gauche démocratique à la toute fin des années 90. Et c'est parce que ses ambitions avaient été contrariées au moment de l'alternance en 98, il n'avait pas obtenu les postes qu'il souhaitait, il avait des intentions très précises, il avait créé son parti, donc le parti qui vient de gagner les élections. Et c'est un homme politique expérimenté, comme il l'a dit à plusieurs reprises, comme pour contrebalancer l'inexpérience supposée de son principal opposant Šimečka. Il a participé à sa 10e élection législative samedi dernier. Et c'est un chef de gouvernement, on va dire, inamovible, jusqu'au moment de l'énorme scandale lié à l'assassinat du journaliste Kuciak et de sa compagne, qu'il a envoyé pour l'opposition entre 2018 et peut-être cette année. Peut-être cette année. Patrick Martin-Génier, un mot, on l'appelle l'Orban de gauche, parce que c'est vrai qu'il est à gauche, sa formation donc est de gauche, et puis finalement il a rejoint quelque part le camp conservateur, en plus avec des positions sur l'Ukraine très proches de celles d'Orban, donc des positions pro-russes aussi. Oui, vous savez, le populisme dit de gauche, entre guillemets, finit toujours à droite, voire à l'extrême droite. Donc effectivement, on commence bien à gauche. D'ailleurs, il avait commencé au moment de la dislocation du bloc soviétique, sa carrière sous le Parti communiste. Et ensuite, il a une carrière diplomatique, effectivement, une 30aine d'années d'expérience. Mais au final, quand on voit son évolution, et l'ironie de l'histoire est qu'il a été représentant de son pays à la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. Et aujourd'hui, il veut revenir sur l'ensemble des acquis liés à l'état de droit. Il n'y a pas que l'Ukraine, il y a aussi l'état de droit. Donc au final, il a fait beaucoup campagne sur l'immigration. Il a dit que ce pays n'était pas prêt à accueillir une autre société musulmane. Donc on voit bien que de toute façon, de gauche ou de droite, le populisme, le nationalisme rejoint toujours les thématiques d'extrême droite. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il faut retenir, puisqu'il s'est présenté effectivement comme anti-migration. Il ne veut pas d'invasion migratoire, c'est ce qu'il a dit. Et donc de fait, ça en fait un allié très important de Viktor Orban, le Premier ministre hongrois. Yascha Mounk, vous qui êtes spécialiste des populistes, donc c'est un populiste de gauche, c'est comme ça qu'on pourrait le qualifier. Et est-ce qu'il y a une propagation de fake news manifestement pendant cette campagne sur les réseaux sociaux, selon d'ailleurs un site qui s'appelle infosecurity.sk, mais également selon la commissaire européenne chargée de la transparence qui a constaté, je cite, que la campagne slovaque avait été l'objet de messages de désinformation sans précédent, c'est ce qu'elle dit. Donc c'est vraiment le populiste. Certainement, j'imagine qu'il y aura eu des misinformations, mais je crois que malheureusement, c'est un peu trop simple de juste se concentrer sur ça. On voit dans tout le monde que les populistes, s'ils soient de gauche, s'ils soient de droite, sont très capables de faire de la campagne en poignant sur les problèmes réels des sociétés. Et nous qui ne sommes pas populistes, nous qui sommes plus modérés, doivent nous regarder peut-être un peu dans le miroir pour comprendre pourquoi cette colère a tellement de résonance, si ça soit en Slovaquie, aux États-Unis, en Turquie, aux Indes, et si les populistes qui font campagne à base de ça, soit de gauche ou soit de droite. Étienne Boisserie, il y a eu tout de même un ensemble de fake news. Est-ce que ça a été extrêmement important tout de même, vous qui étiez là, qui étiez justement en Slovaquie ce week-end? On parle aussi de l'ONG de Londres, Reset, qui dit que 15% des 365 000 messages de désinformation liés aux élections venaient de comptes pro-russes. Donc il y a eu une désinformation liée à des réseaux pro-russes, dont d'ailleurs les messages généraient 5 fois plus d'exposition qu'un message moyen. Il y a cette dénonciation du côté de la commissaire européenne. Il y a eu, ça a vraiment fait partie de cette campagne, cette désinformation? Je vais vous répondre tout de suite, mais je voulais rebondir sur la question du Orban de gauche, si vous me le permettez. Allez-y. Parce que
Il se trouve que Fico a été Premier ministre à 3 reprises et qu'une fois, il a même eu la majorité constitutionnelle qui lui permettait de changer la Constitution. Or, à la différence de ce qui s'est passé en Hongrie, la Slovaquie n'a jamais basculé dans un régime de mise en danger des libertés publiques ou dans un régime de mise en danger de l'expression de l'opposition. C'est juste pour mettre à distance. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut dire sur Fico, mais disons, tirer un trait d'équivalence entre Fico et Orban, c'est nier le fait qu'il y a de très grosses différences dans la manière dont les libertés publiques sont approchées, les droits de l'opposition sont approchés, etc. Sur la désinformation dans les réseaux sociaux, je ne suis pas un spécialiste de cette question des réseaux sociaux, mais j'attire l'attention sur le point suivant. Il se trouve qu'un des possibles partenaires de la coalition, le Parti national slovaque, si coalition il doit y avoir autour de Fico, ce qui est le plus vraisemblable, mais pas certain, le Parti national slovaque a fait élire sur les 10 députés un certain nombre de gros activistes, effectivement pro-russes, très actifs sur Internet ou sur les réseaux sociaux, et que c'est des informations, enfin ces réseaux existent. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous liés au SMER. Il y en a qui sont liés à d'autres partis, d'autres mouvements radicaux, extrémistes, très pro-russes, très anti-occidentaux. Et dernier point sur cette question des réseaux et de l'information biaisée qui effectivement existe, c'est quand même la première fois il n'y a plus de forces extrémistes radicales qu'on pourrait parfois qualifier de fascistes, même s'il faut utiliser le terme avec précaution. Il n'y a plus de forces radicales dans ce Parlement slovaque. Elles ne sont pas parvenues à entrer au Parlement alors qu'elles y étaient depuis au moins 8 ans, sous des formes différentes, et avec entre 14 et 17, 18 députés. Donc, indépendamment de la victoire en apparence de Fico, en tout cas du fait qu'il soit arrivé en tête à ces élections, le Parlement slovaque est beaucoup plus modéré qu'il n'a jamais été depuis 10 ans. Et c'est un élément quand même qui, il me semble, doit être pris en compte pour essayer de bien comprendre ce qui joue en Slovaquie. Sans nier la question des désinformations, mais en ne faisant sans doute pas tout reposer sur les réseaux SMER. Patrick Martin-Génier, pour rebondir tout de même sur Orban et sur ce que vient de dire Étienne Boissry, Orban a été le premier d'ailleurs à féliciter Viktor Fico. On va voir son tweet sur X, donc sur le réseau social, donc, puisque effectivement il a tout de suite dit devinez qui est de retour. Félicitations à Robert Fico. Donc c'est vrai, Étienne Boissry, comment dire, en tout cas nuance le lien entre les deux hommes. Mais c'est vrai que ça a été quand même le premier à l'avoir félicité. Est-ce qu'il aurait pu influencer le scrutin ? Oui, parce que vous savez, on dit le populisme, c'est d'abord s'occuper des intérêts de son peuple. Moyennant quoi, c'est ce qu'a fait Viktor Orban. Et à la différence de la République tchèque, c'est qu'en effet, il a la majorité absolue au Parlement. Mais le discours est absolument le même. D'abord, c'est un discours contre les migrants, contre les réfugiés. Ils sont contre, et il y a des chances que M. Fico, s'il devenait Premier ministre, soit contre la politique migratoire décidée par l'Union européenne. Vous savez, la répartition des quotas. Donc, il y a une absolue coïncidence des discours, avec également un discours très très à droite sur des journalistes qu'il n'aime pas, mais également contre la communauté LGBT, des discours contre la communauté homosexuelle très importants. En d'autres termes, le discours d'Orban, de Fico et de Vladimir Poutine est exactement le même sur les sujets de société. Mais là où je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est qu'il n'a pas la majorité absolue, il va devoir composer une majorité, il y a, sauf erreur de ma part, 150 sièges au Parlement, il lui en faut 75, et il va falloir s'allier à des partis qui sont peut-être plus modérés, et donc là, effectivement, ça va peut-être tempérer sa politique qu'on pourrait qualifier a priori d'extrémiste. Et on va écouter justement le porte-parole du Kremlin qui a réagi justement à l'élection de Robert Fico. Nous sommes confrontés à une situation où tout homme politique qui est enclin à penser à la souveraineté de son pays, à défendre les intérêts de son pays, est considéré comme pro-russe. C'est absurde. C'est absurde. Bon, on voit, Yashamoun, qu'effectivement le Kremlin se défend en disant qu'ils ne sont pas pro-russes. Bon, on a vu tout de même ces réseaux pro-russes dont on vient de parler il y a un instant. Qu'est-ce qui, pour vous, le rend, ce Robert Fico, le rapproche justement des autres populistes aux États-Unis? On a vu, effectivement, il y a Donald Trump, mais il y en a d'autres.
Un des enjeux très importants dont on n'a pas encore parlé est évidemment la guerre en Ukraine, et on a vu aussi aux États-Unis qu'il y a des partis du Parti républicain qui veulent mettre fin au soutien pour les Ukrainiens. Et alors du coup, on entrera dans une phase assez dangereuse dans ce conflit où le soutien que l'Ouest a mené à l'Ukraine pour se défendre contre cette agression russe va être de plus en plus questionné, où des pays qui font, comme la Slovaquie, partie des organisations internationales très importantes, pourraient mener des veto, pourraient rendre fin à cette coopération qui a aidé aux Ukrainiens à se défendre contre la Russie. Alors, pour moi, un des dangers du populisme, c'est qu'il se tourne toujours contre les institutions démocratiques, qu'il y a toujours une tentative de délégitimer les journalistes, les institutions de contrôle, les institutions indépendantes. Et la deuxième, dans ce moment, dans ce contexte international, c'est évidemment l'unité qu'on avait pour soutenir l'Ukraine, qui est de plus en plus mis en question aux États-Unis aussi. Voilà, qui est en train effectivement de vaciller un petit peu. On va y revenir. Juste avant, on va parler également de la Pologne, parce que c'était l'autre grand scrutin de ce week-end. Enfin, le scrutin a lieu dans 15 jours, plus exactement, mais ils sont en pleine campagne. Et ce week-end, il y a eu cette grande marche de l'opposition à Varsovie. Les images étaient assez impressionnantes, organisée par Donald Tusk, qui est vraiment l'opposant du parti conservateur de Kaczynski, qui est donc le parti au pouvoir. Les élections, je le disais, ont lieu le 15 octobre prochain. Là, l'enjeu est moins les réseaux pro-russes, même si le gouvernement polonais a suspendu l'aide militaire à l'Ukraine pour soutenir les agriculteurs polonais contre les importations de céréales ukrainiennes. Mais ce sont surtout les atteintes à l'état de droit que dénonce Donald Tusk, également les atteintes aux droits des femmes, comme l'avortement. Patrick Martin-Génier, alors il y a cette coïncidence quand même. Oui. On ne peut pas parler de la Slovaquie sans parler de la Pologne, parce que ces scrutins ont une importance, à la fois leurs conséquences sur la guerre en Ukraine, mais leurs conséquences aussi sur les atteintes à l'état de droit. Enfin, en tout cas, en ce qui concerne la Pologne, là, c'est évident. C'est grave ce qui se passe en Pologne, parce qu'encore une fois, vous savez, on parle de parti populiste, c'est carrément un parti d'extrême droite, le PiS. Alors il y en a qui sont encore plus à droite que le PiS, mais c'est un parti qui, vous l'avez dit, est contre le droit des femmes, contre le droit à l'avortement. Plusieurs femmes sont décédées à cause de ce refus de l'avortement. C'est également une campagne haineuse contre la communauté LGBT. C'est une campagne d'extrême droite et qui donc également migratoire. Vous savez, la Pologne, on n'a rien dit. La Pologne, il faut reconnaître qu'ils ont accueilli beaucoup d'Ukrainiens, des millions d'Ukrainiens, tout à leur honneur, mais ça a été les premiers à refuser les migrants. Vous savez, lors de la crise les migrants qui venaient de Biélorussie, ils ont pratiqué ce qu'on appelle le pushback, c'est-à-dire le refoulement, effectivement, en violation de la Convention de Genève sur les réfugiés. Donc, ce qui est grave aujourd'hui, c'est quand c'est la même thématique, même chose, cette réflexe d'extrême droite. On ne veut plus de l'Europe, et je rappellerai enfin que la Pologne est sous une mesure d'infraction de la Commission européenne, qui, je crois, ne lui a d'ailleurs pas toujours versé les fonds de recouvrement après le Covid. Pourquoi ? Parce que les magistrats ne sont plus indépendants, la Cour constitutionnelle polonaise est sous la dépendance du pouvoir politique, la presse est surveillée, ce n'est plus un état de droit, et on ne voit pas comment, effectivement, ces gens-là pourraient continuer à participer à l'Union européenne. Il faut espérer que Donald Tusk, ancien Premier ministre, ancien président du Conseil européen, puisse renverser la vapeur, mais malheureusement, le PiS, pour l'instant, a encore un avantage. Ils sont vraiment divisés en Pologne. Étienne Boissry, votre réaction justement sur cette manifestation ce week-end, puisque vous étiez en Slovaquie, ces deux scrutins qui finalement sont très proches l'un de l'autre, et finalement ce sont des pays d'Europe centrale et orientale, on peut dire, mais ils pèsent vraiment sur l'Europe, puisque l'Europe, c'est quand même un certain nombre de décisions qui sont prises à l'unanimité, et ils sont européens. Et ils veulent rester dans l'Union européenne d'ailleurs. Oui, alors sans vouloir être désagréable à l'égard de la Slovaquie, qui est un pays qui m'intéresse beaucoup, je pense que la Pologne a un poids beaucoup plus significatif. Il y a quand même une différence, là encore, entre les deux pays. Si le PiS l'emporte, il sera très dominant, bien au-delà de ce que peut être le SMER, s'il forme une coalition. Et la société polonaise est très brutalement coupée. La société slovaque est une société qui connaît des clivages,
mais dont la culture de la coalition parlementaire, que la culture de la coalition parlementaire lui permet parfois d'atténuer. Donc, ce sont des situations un tout petit peu différentes et je pense qu'il faut réfléchir en termes de coalition pour ce qui concerne la Slovaquie, ce qui est sans doute moins le cas en Pologne. Et les coalitions permettent d'atténuer grandement les effets brutaux de la victoire d'un parti qui est parfois qualifié de extrémiste. Étienne Moissry, on a un petit problème de son avec vous. On va essayer de remédier à cela. Yascha Mounk, un mot sur la Pologne, parce que ça faisait partie du livre que vous avez écrit il y a quelques années sur justement ce populisme en Europe. Il me semble qu'il y avait la Pologne également dont vous parliez. Là, ce sont quoi, les populistes de droite? Oui, évidemment. Et ce qu'on voit, c'est que chaque période de législature dans laquelle les populistes sont au pouvoir augmente le risque pour les institutions démocratiques. Si l'opposition peut renverser le gouvernement après 4 ans, normalement, le dommage n'est pas encore tellement grand que ça devient impossible pour le peuple de changer ses avis et de dire peut-être on ne veut pas être gouverné par ce parti qui est en gouvernement maintenant. Quand le gouvernement gagne une deuxième fois, une troisième fois, et le processus de rendre les médias dépendants de l'État, les processus de mettre les loyalistes du parti gouvernant dans toutes les commissions, notamment y compris la commission électorale, continue, alors à un certain point, ça devient pratiquement impossible de changer le gouvernement ou le régime par les élections. Et on est arrivé à ce point-là en Turquie, selon moi, on est arrivé à ces points-là en Hongrie, selon là. On n'est pas encore y arrivé en Pologne. Certainement, ces élections ne vont pas être égaux. L'opposition a beaucoup de barrières qu'elle doit supérer. Mais il y a encore une vraie possibilité que l'opposition puisse gagner. S'il ne gagne pas cette année, ça n'est pas clair que dans 4 ans, il garde encore cette chance. Encore cette chance pour rebondir, Patrick Martin-Genier. Oui, ce scrutin en Pologne, il est essentiel en fait. Il est essentiel parce que, vous savez, on parle d'une translation des pouvoirs vers les pays de l'Europe de l'Est qui prennent de plus en plus de pouvoir. On sait que la Pologne est opposée à un certain nombre de choses et sur le plan migratoire, y compris sur la Hongrie. Ce qui est très très inquiétant, c'est l'atteinte à l'état de droit. Contrairement à la Slovaquie, en effet, où ce n'est pas encore le cas, là, très clairement, les juges sont sous la dépendance du pouvoir politique et nous ne sommes plus dans un état de droit. C'est un état qui ne respecte pas les valeurs, qui a une politique raciste, parce qu'ils ont été aussi accusés de vouloir envoyer frauduleusement des réfugiés afghans, syriens en Europe. Il y a des soupçons de trafic de passeports. Et donc, c'est un pays, effectivement, qui est très inquiétant parce qu'il viole tous les jours les valeurs européennes. Et si on pense que les valeurs de l'européenne doivent être défendues, il faut être extrêmement strict pour ce pays. Mais je reviens sur ce qui a été dit, en effet. Si l'opposition ne gagne pas, eh bien, peu à peu, le PiS va encore grignoter du pouvoir, va encore noyauter les institutions. Et là, ce ne sera plus un État démocratique. Effectivement, ce sera extrêmement difficile de remonter la pente. L'Ukraine respecte le choix du peuple slovaque. C'est ce qu'a déclaré en tout cas le chef de la diplomatie Dmytro Kuleba, juste après la victoire aux élections législatives donc, du parti populiste. On va l'écouter, le chef de la diplomatie ukrainienne. Nous respectons le choix du peuple slovaque, mais il est trop tôt pour évaluer l'impact de cette élection sur la position de la Slovaquie. Nous devons attendre la formation de la coalition et ensuite, en regardant sa composition, nous tirerons les premières conclusions. Patrick Martin-Genier, est-ce qu'effectivement cette aide militaire de la Slovaquie à l'Ukraine, parce qu'elle est importante, eux ils envoient ce qu'on appelle les MiG-29, ils les ont envoyés assez vite d'ailleurs, est-ce qu'elle va être remise en question ? Écoutez, si on en croit à M. Fico, lors de sa campagne, il a dit « Nous allons aider l'Ukraine d'un point de vue humanitaire, mais il est hors de question d'envoyer des armes à l'avenir. » Aujourd'hui, est-ce qu'il sera Premier ministre ? Il va négocier. Vous savez, c'est un fin limier. Monsieur le spécialiste de la Tchécoslovaquie disait que ça faisait 30 ans qu'ils
cultivé une carrière politique, c'est quelqu'un qui a su évoluer entre différents écueils. S'il pense que pour rester au pouvoir, il va falloir qu'il modère ses propos, eh bien, peut-être qu'on verra qu'il enverra peut-être certaines armes, mais en situation de domination au sein de sa coalition, effectivement, en tout cas, c'est ce qu'il a dit. On verra ce qu'il en est de la formation du gouvernement. En tout cas, oui, c'est inquiétant, parce qu'à supposer même qu'il en envoie, eh bien, on peut dire que les dégâts sont faits aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il ne veut plus envoyer d'armes. Il y a une érosion du soutien à l'Ukraine, ça se voit en Tchécoslovaquie, il y a eu un débat en Pologne, il y a un débat dans l'Occident, et enfin, pour le reste aux États-Unis, ce qui s'est passé au Congrès en disant qu'on va éviter la fermeture des services administratifs, mais on ne va pas débloquer une aide financière à l'Ukraine, et bien ça, c'est un vrai danger, effectivement, pour l'Ukraine. Étienne Boissry, oui, on est effectivement à un moment très clé aujourd'hui pour l'Ukraine. Je regardais justement un sondage pour les Slovaques. 40% des Slovaques pensent que la Russie est responsable, seulement 40%, et plus de la moitié pensent que c'est l'Ukraine ou l'Occident en fait qui est responsable du conflit en Ukraine. Et j'ai également vu que 31% des Slovaques ont une opinion positive de Zelensky seulement. Ça fait un tiers des Slovaques. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Oui, alors je ne connaissais pas ce sondage, mais je vais rebondir sur ce qu'a dit le ministre Kouleba. Le ministre Kouleba est un sage et il doit certainement très bien connaître les rapports de force en Slovaquie. Il doit certainement très bien connaître les différents interlocuteurs qu'il y aura pour les discussions pour former un gouvernement. Et donc il ne lui a pas échappé que la force absolument centrale et décisive pour constituer un gouvernement en Slovaquie, ça va être le parti arrivé troisième, c'est-à-dire le HLAS qui a été présenté dans votre remarquable sujet du début de cette émission. Et le HLAS est parfaitement clair sur sa ligne pro-européenne et sur sa ligne favorable au maintien de la position et de la politique de la Slovaquie dans l'OTAN. Et donc, ça va être quelque chose d'assez intéressant de voir comment est-ce que Fico, afin de rester, enfin de reconquérir le pouvoir, va s'adapter à cette situation. Il ne peut pas faire comme si le HLAS n'existait pas. Le HLAS, c'est 27 députés, il n'y a pas de majorité sans le HLAS. Or, Pellegrini, qu'on voit à l'écran, va jouer un rôle majeur. C'est un homme expérimenté, son parti est jeune, mais lui est un homme expérimenté. Il a été président du Parlement pendant un peu plus d'1 an, il a été Premier ministre pendant 2 ans. C'est quelqu'un qui comptera certainement dans les mois et les années qui viennent. Et sa position est très importante et elle va sans doute permettre à la Slovaquie de garder une ligne de politique étrangère conforme à ce qui peut être attendu dans le cadre d'une coopération ouverte avec les pays de l'Union européenne et sans doute également avec l'Ukraine. Je suis par ailleurs un petit peu dubitatif. Il y a beaucoup de spéculations évidemment en Slovaquie, comme toujours après les élections. Ce qui me paraît intéressant, c'est de voir que le troisième partenaire potentiel de la coalition la plus sérieusement envisageable, c'est le Parti national slovaque. Et ce Parti national slovaque, qui est lui sur des lignes plus franchement pro-russes, et d'ailleurs c'est dans ses rangs qu'on compte un certain nombre d'activistes de la cause pro-russe, ce Parti national slovaque est parvenu à faire élire 10 députés, mais avec ce tour de force qu'un seul de ces 10 députés est membre du parti. Et tous les autres sont des acteurs importants des réseaux sociaux, des cercles conspirationnistes, j'en passe et des meilleurs. Ce qui fait que dans la configuration SMER, 42 députés, HLAS 27, plus SNS, on est dans une coalition à 79 députés, donc une majorité plus 4, mais il n'est pas du tout certain, je me permets de le signaler, que Pellegrini et le HLAS aient envie d'entrer dans une coalition dont le partenaire décisif est constitué de députés avec ce profil et sur lesquels le parti qui leur a permis d'être élus, n'a aucune prise parce qu'ils n'en sont pas membres. Et donc il y a une vraie question qui se pose sur la possibilité de former cette coalition SMER, HLAS, SNS dans cette configuration. C'est pour ça qu'il est envisagé de discuter aussi avec les démocrates chrétiens, le petit parti bleu clair qui a fait 6,82% des voix et qui lui a 12 députés, et qui est un parti tout à fait raisonnablement pro-européen. Sur les questions de l'OTAN, c'est un petit peu plus complexe, mais sur l'Union européenne, c'est sans aucune ambiguïté. Et donc, les jeux sont ouverts.
Étienne Boissry, sur cette aide à l'Ukraine. Ah oui, alors sur l'aide à l'Ukraine, pardon. Oui, alors sur l'aide à l'Ukraine, ce qui a été annoncé, vous l'avez d'ailleurs rappelé, c'est la question du soutien militaire. Mais j'ai envie de dire que tout ça est assez amusant dans la mesure où la quasi-totalité de l'aide militaire qui pouvait être fournie par la Slovaquie à partir de son propre matériel, du matériel de l'armée de la République, a été donnée. En fait, d'ores et déjà. Donc la question qui peut se poser, c'est la question des fournitures d'armement par les entreprises d'armement slovaques. Maintenant, j'espère quand même que le sort de l'Ukraine ne dépend pas des livraisons d'armes slovaques. C'est-à-dire que je ne pense pas que Kouleba soit inquiet à la perspective de ne pas disposer de l'armement slovaque dont il ne dispose pas déjà. Par ailleurs, sur toutes les autres questions, indépendamment des questions militaires, la position de la Slovaquie ne changera pas, absolument aucun doute. Yascha Mounk, c'est intéressant ce que vient de dire Étienne Boissry. Donc peut-être que dans les faits, ça ne se traduira pas, mais enfin le discours était extrêmement virulent à l'égard justement de ces livraisons d'armes à l'Ukraine qui ne devraient pas avoir lieu. Et puis ce côté pro-russe, vous qui êtes aux États-Unis, on voit qu'il y a le même scepticisme aux États-Unis, auprès des Trumpistes notamment. Là aussi, il y a un discours virulent. En tout cas, on questionne beaucoup l'aide à l'Ukraine. Oui, évidemment, pour des raisons évidentes, les enjeux sont beaucoup plus grands quand ça touche aux États-Unis. On a vu notamment dans ce contexte il y a quelques jours qu'il y a une fraction, une partie du Parti républicain qui s'oppose de manière très passionnée à toute aide à l'Ukraine et qu'ils sont capables d'empêcher le financement du gouvernement pour rejoindre ces buts. Alors, il y aura des négociations très compliquées pendant les prochaines semaines pour voir si on peut avoir une majorité pour ces soutiens. Cette majorité existe dans le Congrès. La grande majorité des députés dans le Congrès, y compris des républicains, sont favorables à ça, mais parce que les républicains veulent juste voter des lois où la majorité est assurée par des républicains, ces 15-20 députés qui s'opposent de manière passionnée à l'aide à l'Ukraine ont beaucoup de pouvoir. Et évidemment, hors scène, il y a Donald Trump, qui est aujourd'hui à New York dans cette cour pour se défendre contre notre plainte juridique, qui quand même est le favori très clair pour avoir la nomination républicaine et qui, dans des sondages, est au pari avec Joe Biden. Et si Donald Trump revient à la Maison-Blanche, c'est assez clair qu'il n'aidera pas à l'Ukraine, qu'il a continué son flirt de 10 ans avec la Russie et avec Vladimir Poutine. Et alors du coup, le temps pour finir cette guerre, pour avoir une résolution qui protège l'intégrité territoriale de l'Ukraine devient de plus en plus court. Patrick Martin-Genier, effectivement, il y a quand même un contexte très particulier. Là, on sent que peut-être on assiste à un tournant. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, ça serait des pays de l'Europe orientale qui seraient plus réticents, en tout cas dans le discours, on va voir ensuite dans les faits, à l'égard d'une aide à l'Ukraine. Alors qu'aujourd'hui, et ce n'est pas un hasard, donc les ministres des Affaires étrangères étaient à Kiev. Joseph Borrell, lui, a insisté pour justement être présent en Ukraine pour montrer leur soutien. Donc il y a l'impression que les pays occidentaux de l'Europe soutiennent plus l'Ukraine que les pays orientaux maintenant. Disons que c'est complètement inversé par rapport au tout début du conflit. Oui, enfin, si vous voulez, je pense que certains pays ont toujours peur de la Russie, la Pologne naturellement, la Roumanie aussi, mais on s'aperçoit que ce sont des pays qui tentent d'abord à privilégier la préoccupation de leur population sur des sujets extrêmement précis tels que l'énergie, la hausse des factures énergétiques. Le débat en Pologne, c'est quoi? Ce sont les agriculteurs. Le PiS a besoin du vote des agriculteurs et il est allé frayer avec l'extrême droite également pour essayer d'obtenir une majorité. Donc je pense qu'au final, c'est conjoncturel. D'où le conflit avec l'Ukraine. Oui, naturellement. Et même en Pologne, il y a quand même un débat. Bon, je ne parle même pas de la Hongrie, en Slovaquie. Et tout cela cumulé avec des débats qui ont lieu ailleurs. Il y en a aussi en Allemagne. Il y a des débats en Allemagne dans le camp pacifiste du Parti social-démocrate du chancelier. En France, ce débat commence à avoir lieu. Donc on voit bien aujourd'hui qu'à mon sens, nous sommes à un tournant. Plus d'un an et demi après la guerre, l'Union européenne réaffirme sa solidarité dans l'aide à l'Ukraine, mais
on voit que ça commence à se fissurer lorsque, au moment de prendre des sanctions, évidemment, certains pays sont contre des sanctions plus élevées contre la Russie. On en est à un 12e train de sanctions. Certains estiment qu'on ne pourra pas aller bien plus loin. Et dans les chancelleries occidentales, on commence à dire que finalement, Vladimir Poutine, qui a renforcé son pouvoir, il faudra peut-être bien compter sur lui pour discuter de nouveau. Et naturellement, aux États-Unis, le prix de l'essence, c'est quelque chose qui compte. On est en pleine campagne électorale. Donc, je crois effectivement qu'on peut assister, et je mesure mes mots, à une certaine lassitude, ce qui ne veut pas dire que de la part des gouvernements, il n'y aura pas toujours ce soutien, mais nous sommes en démocratie, et donc il y a un débat sur cette question. Étienne Boisserie, vous êtes d'accord? Évidemment, Vladimir Poutine, il le dit, qu'il parie sur cette lassitude, sur cette fatigue de l'opinion des Européens. Et peut-être, justement, ces différents scrutins vont un peu dans ce sens. Oui, alors, en fait, c'est un des aspects des résultats slovaques de samedi dernier, c'est que la victoire de Fico masque quand même un certain nombre de choses. Elle masque, premièrement, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les formations les plus extrémistes, les plus radicales, et très souvent très pro-russes, ont disparu de la circulation, littéralement évaporé. D'ailleurs, sans doute en partie parce que quelques-uns de leurs électeurs ont voté Fico pour assurer la victoire de Fico, mais à la fin, ça fait quand même que 23%. Et que la configuration politique actuelle en Slovaquie n'a jamais été aussi favorable aux formations qui sont pro-européennes. C'est vraiment, je me permets d'insister. Pardonnez-moi, je vous interromps. Alors pourquoi Robert Fico, pendant toute la campagne, a parlé de fascistes ukrainiens qui ont tué les victimes civiles russes? Il a eu ce type de discours. Et Robert Fico a fait 23% des voix, il y a 77% qui sont allés sur d'autres partis. Et là encore, si le Hlas, je reviens à ces affaires de politique intérieure, parce qu'en fait, maintenant, ça va être de la cuisine. Fico sera très probablement Premier ministre, mais il existe d'autres possibilités qui sont très sérieuses. Si le Hlas ne trouve pas sa place, et il y a des tas de raisons pour lesquelles le Hlas pourrait ne pas trouver sa place dans une coalition avec Fico, le Hlas sera un partenaire d'une autre coalition très pro-européenne pour le coup. C'est-à-dire une coalition qui sera composée de formations qui ne remettront en aucun cas en cause les politiques menées jusqu'à maintenant par la Slovaquie. Donc il y a une sorte d'effet de distorsion lié à la victoire de Fico. Et cette victoire de Fico, c'est 23%. Si on ajoute le SNS, qui est vraiment pour le coup un parti très radical, on arrive à 29%. Au Parlement, ça fait 54 députés. Ça n'est pas assez pour faire une coalition. Donc il y a d'autres forces en Slovaquie qui disposent d'une majorité. La question, c'est en fonction d'intérêts partisans, de stratégies personnelles, de groupes de pression qui peuvent s'exercer, est-ce que cette coalition alternative à Fico va se mettre en place si Fico échoue à créer sa coalition ou pas? Les Européens, en tout cas, donc on le disait, ont voulu rassurer l'Ukraine avec à sa tête Josep Borrell. On va l'écouter, le chef de la diplomatie européenne, qui donc était à Kiev avec l'ensemble des chefs de la diplomatie européenne pendant cette journée. L'engagement le plus fort que l'on puisse prendre envers l'Ukraine, c'est l'adhésion à l'Union européenne. C'est l'engagement le plus important. Aujourd'hui, l'Ukraine est un pays candidat et il se dirige vers cette voie. Un mot quand même sur l'adhésion effectivement de l'Ukraine à l'Union européenne. Là, on peut dire que ça va créer un débat, en l'occurrence. Ah oui, ça va créer un sacré débat, d'autant que l'Ukraine, attention, on est en train de lui dire qu'elle va bientôt adhérer à l'Union européenne. C'est faux. Il y a 35 critères, des chapitres à respecter. On doit voter à l'unanimité. Il faut qu'il y ait des critères de gouvernance, des critères d'adaptabilité économique, des critères sur le budget. Je vous rappellerai que le budget est tenu à bout de bras par l'Union européenne. Donc ce n'est pas un État. Il est encore en guerre, il n'est pas en situation. D'autant que, par exemple, Viktor Orban, pour revenir à lui, a dit qu'il fallait, avant que ce pays adhère à l'Union européenne, et bien que la minorité hongroise en Ukraine soit respectée, ce qui n'était pas encore le cas. Donc il y a certains pays qui seront contre, et ça va prendre un certain temps. Donc il ne faut pas donner des illusions à ce pays que dans 2 ou 3 ans... C'est ce que fait Josep Borrell, il donne des illusions. En fait, il a mis en place comme une espèce d'accélération, puisqu'il a parlé d'un calendrier, en donnant des engagements avant la fin de l'année. Des engagements, sur le processus, en tout cas.
cas. Puisque le président du Conseil européen, Charles Michel, a dit qu'il fallait commencer les négociations au mois de décembre, de façon à ce que 2030, tout le monde soit prêt. Et c'est ça la difficulté aujourd'hui, ça va créer un vrai débat au sein de l'Union européenne. Donc évidemment qu'il faut soutenir l'Ukraine, évidemment qu'elle doit intégrer certains programmes européens. Demain, la communauté politique européenne se réunit, eh bien, il faudra s'engager auprès de l'Ukraine, mais ce n'est pas demain que l'Ukraine sera membre à part entière de l'Union européenne. Est-ce que, justement, Étienne Boisserie, quelqu'un comme Fico pourrait justement s'opposer à une entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne? Oui, mais c'est très probable, mais bon, en tout cas, il le ferait payer. Mais Patrick Martin-Genier a raison de rappeler la question. Pardon? Il le ferait payer, vous dites. Oui, mais j'annule tout de suite ce que je viens de dire, parce que Patrick Martin-Genier a raison. Le processus est très long. Et au moment où les décisions sérieuses devront être prises, il n'est pas absolument certain que Fico soit encore actif en politique. Voilà. Peut-être même la même chose pour Orban. Donc la question, évidemment, ça n'est pas... Pour dire les choses quand même simplement, si Fico formait une coalition, les discussions avec la Slovaquie sur un certain nombre de sujets, Patrick Martin-Genier rappelait à juste titre la question des migrants, là c'est vraiment quelque chose d'assez net, mais les discussions sur un certain nombre de sujets seraient plus difficiles avec un gouvernement dirigé par Fico qu'elles ne l'ont été avec le gouvernement précédent ou avec lesquels les relations étaient plutôt correctes. Maintenant, Fico évitera sans doute de se mettre en difficulté sur les questions européennes, pour autant qu'il puisse réanimer ses réseaux et faire les affaires intérieures qu'il souhaite faire. Il évitera de se mettre en difficulté, surtout à cause, je pense, de l'importance qu'accorde le HLAS au maintien sans modification de la politique extérieure et de la politique européenne de la Slovaquie. Yascha Mounk, pour terminer, comment justement voyez-vous ces élections en Europe, donc Pologne, Slovaquie, avec effectivement Orban en Hongrie, vous disiez qu'il s'est installé en Hongrie. Est-ce que ça vous inquiète et est-ce qu'effectivement l'Ukraine devrait vraiment s'inquiéter aujourd'hui? Les élections en Slovaquie m'inquiètent. Ce qui m'inquiète le plus, c'est l'état de la démocratie en Hongrie et de plus en plus en Pologne. Et ça m'inquiète parce que, d'une certaine façon, ces pays sont plus nombreux, ont plus de puissance géopolitique, ont une économie plus grande, et alors du coup, ils sont juste plus importants dans ce sens-là. Mais ça m'inquiète aussi parce que ça devient une crise de légitimité pour l'Union européenne même. Moi, en tant que citoyen allemand, je comprends très bien pourquoi je partage ma souveraineté avec des citoyens français, par exemple, comme vous. Mais si je dois partager ma souveraineté avec un dictateur en Budapest ou peut-être un jour un dictateur en Varsovie, je ne comprends plus pourquoi ça devrait être le cas. Et alors là, je crois qu'on a sous-estimé depuis des années la vraie crise de légitimité qui va arriver pour l'Union européenne si on ne résout pas les attaques aux institutions démocratiques dans le cœur de l'Europe. Patrick Martin-Genier, un mot justement là-dessus. C'est vrai qu'on a un peu été mis sous le tapis depuis la guerre en Ukraine. Toute cette question de l'état de droit, en l'occurrence en Hongrie ou en Pologne, elle ne devrait pas. En tout cas, c'est ce que dit Yascha Mounk. Oui, il a tout à fait raison. Nous ne partageons plus de valeurs avec le parti du PiS ou le parti de M. Orban. Les valeurs de l'Union européenne doivent être respectées. Nous avons des dirigeants qui les violent allègrement tous les jours. Mais attention, la Commission européenne ne met pas ça sous le boisseau, puisqu'il y a eu des procédures devant la Cour de justice de l'Union européenne, notamment qui a constaté des violations de l'état de droit, une procédure d'infraction contre la Pologne qui n'a toujours pas abouti. La Pologne ne veut rien entendre. Nous avons en 2024 un scrutin très important. Je crois en effet qu'il faut insister sur les valeurs des élections européennes. Il y a une crainte que les partis populistes n'obtiennent, si ce n'est une majorité, en tout cas un très fort groupe politique, et ce serait la fin de l'Europe. On ne va pas faire l'Europe avec des partis d'extrême droite. Donc c'est ça aujourd'hui le risque
risque que nous courons, c'est d'avoir des partis qui, nationalistes, populistes, anti-migratoires, anti-LGBT, anti-minorités, qui pourraient dominer le Parlement européen. Et ça, nous n'en voulons pas. En tout cas, les démocrates n'en veulent pas. Et c'est un vrai danger que court l'Europe aujourd'hui. Merci beaucoup, Patrick Martin-Genier. Merci à vous, Étienne Boisserie. Merci, Yascha Mounk, d'avoir été avec nous en direct de New York. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver l'émission sur les réseaux sociaux et également en podcast. À demain.